Notre histoire commence par une arrestation. Nous sommes le 5 novembre 2007. Dans cette villa, située à quelques kilomètres à l'ouest de la ville, va se tenir dans quelques instants une réunion entre plusieurs chefs de Cosa Nostra. Il est 9h20. Deux hommes arrivent. Ils l'ignorent, mais à distance, la police les filme. Les policiers en sont sûrs. C'est ici que se cache un très gros poisson, en cavale depuis 24 ans, Salvatore Lo Piccolo, le chef de la mafia de Palerme. Avec lui, son fils et son bras droit, Sandro, ils font partie des 30 fugitifs les plus dangereux d'Italie. « 9h30, c'est l'assaut. Plus de 40 policiers interviennent. Ils savent que les deux hommes piégés dans le garage sont armés. Les policiers tirent en l'air. Devant le déploiement de force, les suspects préfèrent se rendre sans opposer de résistance. C'est une énorme victoire pour la police italienne. Elle va découvrir au passage que cet homme réputé si redoutable cache dans son jardin 500 000 € dans de simples pots de confiture, comme un retraité cachant ses économies. Un retraité très actif qui pèserait plusieurs centaines de millions d'euros. Les Italiens découvrent le visage vieilli de Lo Piccolo, fin de cavale pour celui qui est considéré comme le parrain de Palerme. Avec 700 000 habitants, Palerme est la plus grande ville de Sicile. Ancien comptoir phénicien, elle compte un nombre incalculable d'églises, de monastères, de monuments, parmi lesquels le Teatro Massimo, l'un des plus grands théâtres d'Europe. Palerme accueille en tout 5 millions de touristes chaque année. Mais Palerme est aussi connue dans le monde entier comme la capitale de Cosa Nostra, la redoutable mafia sicilienne. Plus d'un siècle d'existence, une organisation très hiérarchisée avec à sa tête le parrain des parrains. Une quinzaine de familles mafieuses se partagent Palerme. Elles vivent du trafic de drogue, s'infiltrent dans la politique et dans l'économie et rackettent les commerçants. Selon la police à Palerme, 8 commerces sur 10 versent un impôt à la mafia. En italien, racket se dit pizzo, un mot qu'il ne faut pas prononcer en Sicile. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça n'existe pas, le racket à Palerme. Non, on n'a pas le pizzo ici, mais on a la pizza. Ça oui, la pizza sicilienne. Et le pizza, ça n'existe pas. Non, ici on n'a pas le pizzo. Moi, ça me regarde pas, no comment. Et pourtant, les enfants en connaissent parfaitement le fonctionnement. C'est quand les mafieux veulent l'argent du bar. Ils demandent le pizzo. C'est pas bien parce qu'on te donne une date et une somme d'argent qu'il faut que tu paies avant une certaine date. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, ils te tuent. Vraiment? Ils tuent. Ils tuent les enfants et les femmes. Ce racket rapporterait plus d'1 milliard d'euros par an à Cosa Nostra. Et c'est parce que l'on a touché à ce pactole qu'elle se trouve aujourd'hui déstabilisée. Nous avons rencontré 3 hommes qui sont à l'origine de cette nouvelle traque anti-mafia. Vincenzo Conticello, un restaurateur, vit sous haute protection depuis qu'il a dénoncé devant les juges ceux qui ont tenté de le racketter. Nous courons tous le risque d'avoir un accident ou de mourir un jour. Dans ma situation, il y en a un de plus. Le risque de mourir dans un accident derrière lequel il y aurait la main de la mafia. À Palerme, le colonel Manucci et ses hommes n'auront que quelques minutes pour interpeller une douzaine de mafieux qui rackettent les boucheries. Les arrestations de ces dernières années, et en particulier de ces derniers mois, ont mis en crise tout le système de Cosa Nostra. Pino Magnacci est journaliste. Sur sa chaîne de télévision locale, il se bat contre une famille mafieuse, celle des Vitale. Il risque sa vie à chacun de ses reportages. Ils devront me tuer pour m'arrêter. Espérons qu'ils n'y arrivent pas. Dans la lutte contre le racket, l'histoire la plus spectaculaire a commencé ici, dans ce restaurant du centre historique de Palerme.
La famille de Vincenzo Conticello possède l'Antica Focacceria depuis 5 générations. Singularité sicilienne, les célébrités de la mafia et de l'antimafia s'y sont succédées à la même table, à commencer par les amis d'Al Capone. Le mafieux Lucky Luciano s'asseyait toujours à cette table. Ensuite, c'est devenu la table des juges Falcone et Borsellino. Il disait toujours que la table de la mafia était enfin devenue la table de l'antimafia. En 2005, cet établissement, qui est une institution à Palerme, est dans le collimateur de Cosa Nostra. Prélude habituel d'une tentative de racket, il subit des actes de vandalisme. Les carabiniers le placent alors sous surveillance. Ils cachent tout autour des micros et des mini-caméras. Et le 25 novembre 2005, Vincenzo reçoit une étrange visite. Moi, j'étais assis là, et lui en face. À l'insu de Vincenzo, un carabinier filme la scène. Il a dit qu'il était venu pour m'aider. Il avait une drôle de façon de parler, son discours était vague, il parlait à demi-mot, sans finir ses phrases. Le comportement typique de celui qui ne veut pas vraiment dire, mais plutôt insinuer. Et pendant qu'il parlait, je comprenais que j'avais devant moi un mafieux. Pour que cessent les actes de vandalisme contre le restaurant, l'homme demande de l'argent. Il m'a d'abord demandé 50 000 € pour toutes les années où je n'avais pas payé. Et 500 € par mois à partir de ce jour. Avec cette somme, le quartier serait à nouveau tranquille. Je lui dis, ici on n'a jamais payé et ce n'est sûrement pas moi qui vais commencer. Alors il m'a dit, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Là, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'avais très peur. Et je lui ai répondu, c'est vous qui ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Et Vincenzo va tenir parole. Le 18 septembre 2007, lors d'un procès retentissant, Vincenzo devient le premier commerçant de l'histoire de la Sicile à montrer du doigt en plein tribunal ceux qui ont voulu le racketter. Mais ce geste l'a mise en danger de mort. Depuis le procès, le restaurant est gardé 24 heures sur 24. Et Vincenzo est en permanence entouré de 3 gardes du corps, comme cet homme en veste beige, qui ne s'éloigne jamais à plus d'1 mètre. Ici, la menace peut venir de partout. Alors en terrasse, Vincenzo sourit à ses clients, mais la peur au ventre. Ce soir, il reçoit le juge antimafia Gaetano Pace, un homme qui est lui aussi escorté par 3 colosses. Que pensez-vous du geste de Vincenzo? Que tout le monde devrait faire comme lui. C'est un exemple dont notre ville a besoin. C'est un geste qui peut sembler banal dans le reste du monde, mais qui ici prend des proportions extraordinaires. Vincenzo ne regrette pas son choix. Céder au chantage ne lui aurait pas laissé plus de liberté, bien au contraire. En payant, je serais devenu esclave de la mafia. Si tu payes une fois, tu es lié à eux pour toujours. Ils commencent par te demander de l'argent, ensuite ils te demandent un service, ensuite de cacher une arme et de devenir ainsi leur complice. Alors que comme ça, je suis libre de la mafia, même si ma liberté est limitée. Mais je me sens encore un homme libre. Malgré les risques, à ce jour, une dizaine de commerçants palermitains ont suivi l'exemple de Vincenzo. Mais ce changement de climat a d'abord été possible parce que la police utilise des procédés dignes des meilleurs films d'espionnage. Quelques 500 mafieux ont été arrêtés au cours des 3 dernières années, confondus par des micros et des caméras cachées. Nous avons rencontré le patron du service antimafia de la police de Palerme. Antonino De Santis a accepté de nous emmener dans un des endroits les plus secrets de Sicile. Tu coupes la caméra et tu la caches. Pourquoi? Parce qu'on préfère que l'endroit où on fait les écoutes ne soit pas localisé.
Nous nous rendons quelque part dans Palerme. Dans un immeuble résidentiel, la police occupe tout un étage auquel elle accède par un escalier réservé. Je vais vous montrer une de nos salles d'écoute. C'est un centre de surveillance électronique utilisé par le groupe d'investigation qui s'occupe du crime organisé et plus particulièrement du racket à Palerme. Grâce aux micros et aux caméras, les policiers parviennent aujourd'hui à capter des conversations entre criminels, parfois en pleine rue. Ils arrivent même à savoir ce que préparent les mafieux pour mieux les piéger en flagrant délit. On a appris qu'un commerçant avait reçu des demandes d'extorsion. On a donc installé des appareils de vidéosurveillance. Grâce à ces informations, on a pu intervenir immédiatement et arrêter les racketteurs en flagrant délit. Je répète, ces moyens sont essentiels à notre travail au quotidien. L'histoire la plus incroyable, c'est celle du racket dont était victime le marché de la viande. Policiers et gendarmes ont découvert qu'à Palerme, c'est Cosa Nostra qui fixait le prix de la viande à l'étal des bouchers. Et tout cela pour une raison très simple, accroître les bénéfices des bouchers pour qu'ils puissent payer le racket. Résultat, les Palermitains paient leur steak plus cher qu'ailleurs pour le plus grand profit des mafieux. Caserne des carabiniers, les gendarmes italiens. Dans quelques heures, ces hommes vont démanteler un réseau de mafieux qui rackettent les bouchers de Palerme. Le colonel Manucci prépare ce coup de filet depuis presque 2 ans. Et là aussi, tout a commencé par des caméras espions. À droite, l'homme à la veste noire, c'est Piero Tumigna, le chef de la famille mafieuse du quartier d'Altarello. Et face à lui, un commerçant, un boucher qui s'adresse à lui en parlant d'un certain Lorenzo. C'est un autre boucher. Et ils disent, si Lorenzo continue à vendre la viande au prix qu'il a lui-même fixé, je serai obligé de fermer ma boucherie. Donc, le boucher demande à un membre de Cosa Nostra de faire respecter la règle imposée par la mafia, que les prix de la viande soient partout les mêmes. Écoutez, voilà ce que nos micros ont capté. L'accord avait fixé le prix de la viande entre 10 et 11 euros. Personne ne doit descendre en dessous de la limite des 10 euros. C'était l'accord fixé et tout le monde doit le respecter. Cela prouve que la loi du marché est une utopie chez nous. Et ce sont les habitants de Palerme qui en paient les conséquences. Et voilà ceux qui sont soupçonnés de racketter les boucheries. Ils sont 12. Leur clan contrôle tout un quartier de Palerme. Dans quelques heures, si tout se passe bien, ils auront été interpellés par les gendarmes. Il est 14 heures. Depuis plusieurs mois, les carabiniers ont piégé un lavage automatique de voitures car ils ont remarqué que les chefs présumés de la mafia de la viande s'y retrouvaient tous les après-midi. Ils sont 2. On attend le 3e. Les mafieux n'ont jamais d'habitude. C'est une règle de sécurité élémentaire. Alors ce rendez-vous quotidien au lavage automatique, c'est une grave erreur. Les policiers vont en profiter. Si on avait essayé de les arrêter de nuit, il y en a 2 qui nous auraient échappé, parce qu'ils ne dorment jamais au même endroit. Ces gens-là, ils ne travaillent pas, ils bougent tout le temps. Heureusement, les chefs ont un point de rassemblement, chaque après-midi. Là, il joue aux cartes. Le colonel Manucci a abandonné l'uniforme. L'opération va se faire en 2 étapes. D'abord, il faut interpeller les chefs au lavage automatique. Ensuite, il faudra arrêter leur lieutenant. Alors il faut pister tout le monde, en direct, grâce aux micros et aux caméras. Non, laisse, je vais écouter. L'opération commence bien. Sur son portable, l'un des suspects se trahit. Il dit où il se trouve. On a localisé le 3e, dans un bar tabac. Les menottes, tu les as? Sandro, t'es toujours le dernier. 16h50, c'est parti. La voiture du capitaine rejoint le dispositif déjà en place. Au total, 60 policiers répartis dans 15 voitures sillonnent Palerme. Nous sommes avec le capitaine. Nous prenons la direction du lavage automatique pour arrêter ceux que les carabiniers considèrent comme les chefs du clan.
Ça y est, il est là. C'est Castelluccio. Au PC de surveillance, grâce aux caméras, on confirme la présence des 3 suspects. Il monte sur son scooter. On dirait qu'il va partir. C'est le moment d'intervenir. Bon, Schizzo, t'es en place, là? Mais un problème surgit. Nous sommes tout près, mais notre voiture est bloquée dans une petite rue. Attention, ils sont en train de sortir. Attention, ils montent sur le scooter, ils vont partir. Non, arrêtez tout, attendez. Stop. Annule, on n'y arrive pas. Mon colonel, on ne va pas y arriver. Mais ils sont en train de sortir, Ah, ils sont partis? Bon, Schizzo, éloigne-toi. Éloignez-vous tous. Caméra et micro n'ont pas suffi. Un simple bouchon a fait échouer l'opération. Pour le moment, c'est raté. Mais il reste un espoir. Les 3 chefs pourraient de nouveau se réunir dans l'après-midi. Il faudra juste un peu de chance. Le dispositif policier reste en place. Il est revenu, celui en voiture? Non. J'espère qu'il va revenir. Pour les carabiniers, une longue attente commence. Mais ils sont motivés car ils savent que les arrestations de ces derniers mois à Palerme ont fait évoluer les mentalités. De plus en plus de commerçants ont choisi de dire non aux pizzo, aux raquettes. Nous allons rencontrer l'un d'eux. Il a accepté de payer l'impôt de la mafia pendant 10 ans. Il va bientôt dénoncer ses racketteurs à la barre. Pour préserver sa sécurité, nous devons cacher son identité. J'ai pris ma décision au moment où il y a eu des arrestations importantes à Palerme. La police a vraiment donné le signal que ce phénomène pouvait être attaqué et combattu. Et à ce moment-là, j'étais prêt à tout, même à prendre le risque de perdre ma propre entreprise. Et si cet homme a décidé de ne plus subir la loi de la mafia, c'est pour garder la tête haute devant ses enfants. J'ai un fils de 5 ans. Et la simple idée que je devrais lui dire dans 10, 15, 30 ans, quand il décidera de reprendre mon activité, que Monsieur X viendra le voir tous les mois, alors que j'essaie de lui transmettre le sens de la légalité, j'aurais honte de lui dire. On se sent en quelque sorte complice. Petit à petit, la peur change de camp en Sicile grâce aux moyens impressionnants déployés par les forces de l'ordre et aux vagues d'arrestations. Mais il n'y a pas qu'en ville que le système mafieux est déstabilisé. Nous nous rendons au cœur de la Sicile, dans la région de Corleone et de Partinico, où des hommes aussi atypiques que courageux mènent aussi le combat contre la mafia. C'est dans cette petite ville de Partinico qu'est installée la plus petite chaîne de télévision d'Italie. Grâce à cette antenne, elle est reçue par 150 000 personnes. De Partinico à Corleone, elle est mise au cœur des terres de la mafia. Et son propriétaire est une figure locale. Vieux! Ne dis pas un mot, sinon je te filme. Pino a grandi ici et il côtoie depuis des années tous ceux qui l'attaquent dans son journal. Ça y est, on y est. Nous sommes à la veille des élections municipales et les candidats sont en campagne. Politique et mafia font souvent bon ménage en Sicile et Pino adore mettre les pieds dans le plat. Lui, c'est Monsieur Brigano du MPA. Mafia, politique et appel d'offres. Et lui, c'est le candidat Salvo Lo Biondo, représentant de l'UDC, l'Union des couillons. On a aussi un candidat du PDL, proche de Dell'Utri, condamné à 9 ans pour association mafieuse. Comme vous voyez, on a du beau monde à Partinico. Pino, toi t'en vois des mafieux ici? Tu la vois, la mafia? Elle est où, la mafia, ici? Attends. Laisse-moi les regarder dans les yeux. Non, eux, c'est juste des crétins. Mais en termes mafieuses, il n'est pas toujours facile de savoir si ceux à qui s'adresse Pino sont ses amis ou ses ennemis. Cet homme en costume sombre, par exemple. Que pensez-vous de Telejato et de Pino Magnacci? C'est un bon journaliste. Il y a de la mafia à Partinico? Des gens mauvais, il y en a dans toute l'Italie et dans le monde entier. Et pas particulièrement à Partinico. Oh, Partinico. Et avec cet homme, Pino n'a plus du tout envie de plaisanter. S'il aime bien Telejato,
c'est qu'il a changé de mentalité. Si c'est le cas, ça me fait plaisir. Mais ici, on dit que celui qui naît avec une tête ronde ne peut pas mourir avec une tête carrée. On ne change pas comme ça en Sicile. Mais Pino le salue quand même, de loin. Pas de réponse, car en fait, la tension est bel et bien réelle. Corleone, au cœur de la Sicile, à 50 km de Palerme, une petite ville de 11 000 habitants, connue dans le monde entier grâce à un film, Le Parrain. Corleone s'amuse de sa réputation sulfureuse. Dans ce petit bar, nous retrouvons notre journaliste, Pino Magnacci. Vous voyez, à Corleone, on exploite même la mafia. On a le digestif du parrain, la musique du parrain, et dès qu'un touriste rentre, on lui met la musique du parrain. Mais ici, la réalité dépasse la fiction. Les parrains les plus sanguinaires de Cosa Nostra étaient de Corleone. Comme Totorina, surnommé le Fauve, l'homme qui, dans les années 80, a lancé une guerre ouverte contre l'État italien. En 15 ans, une cinquantaine de policiers, une douzaine de magistrats, des journalistes sont assassinés. Des exécutions de plus en plus violentes, spectaculaires, comme l'attentat en 92 contre le fameux juge Falcone, un des premiers à percer les secrets de la mafia. Arrêté un an plus tard, Totorina déclare à son procès que la mafia, ça n'existe pas. À Corleone apparaît alors un nouveau parrain, Bernardo Provenzano, qui change de stratégie. Avec lui, Cosa Nostra doit se faire oublier. La mafia n'assassine qu'en dernier recours. Sous le règne de Provenzano, elle va prospérer en silence pendant plus de 10 ans. Jusqu'au 11 avril 2006, quand à 2 km de Corleone, la police fait irruption dans cette modeste bergerie. Là encore, le piège se referme grâce aux caméras et aux micros disposés par les forces de l'ordre. Bernardo Provenzano, si secret et insaisissable, est arrêté après plus de 40 ans de cavale. Aujourd'hui, à Corleone, quand on évoque les parrains mafieux, les réactions sont étonnantes. Non, elle n'existe plus, la mafia. C'est fini. Depuis quand? Ah, ils sont tous en prison. On est seuls, sans papa. On disait que c'était des mafieux, mais pour nous, c'était des gens très bien. C'est tout. Elle n'existe plus et pourtant, il y a quelques mois, le fils de Totorina, Giuseppe Rina, est sorti de prison. Condamné à 8 ans pour association mafieuse, il a été relâché avant la fin de sa peine à cause d'une simple erreur de procédure. Nous voulons savoir où il habite et le rencontrer. Le sous-préfet de la région de Corleone, Carmine Mosca, accepte de nous emmener devant sa maison. Mais bizarrement, les policiers préfèrent ne pas s'attarder. C'est cette rue, non? Oui, mais on va peut-être pas s'arrêter. On ne s'arrête pas devant, non, non. Pourquoi? Ben, je sais pas, il risque de nous uriner dessus. Ah bon, c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, non? Non, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est où exactement? C'était au numéro 24. C'était au numéro 24. La police nous prévient, mais après coup. Même un policier ne plaisante pas avec cet homme-là. Il l'observe, mais à distance. On le voit en ville? Oui, il se balade avec sa sœur, souvent aussi avec son beau-frère. Sous contrôle judiciaire, Giuseppe Rina doit se présenter au commissariat 3 fois par semaine. C'est à ce moment-là que nous avons tenté de lui parler. Je fais un documentaire pour la télévision française. On peut vous poser une question? Non. Non? Selon les juges et les enquêteurs italiens, Giuseppe Rina prétend devenir le nouveau parrain de Cosa Nostra. C'est une affaire qui intéresse au plus haut point Pino Magnacci. Il est ici comme chez lui. On a rendez-vous avec le maire de Corleone. Pino Magnacci veut savoir ce que le maire pense du retour de Giuseppe Rina. Comme souvent ici, quand on parle de mafia, une interview sous escorte.
Comment les habitants de Corleone vivent-ils le fait que Giuseppe Riina soit de retour et qu'il se promène libre dans les rues de la ville? Ils le vivent comme on le vit tous, avec beaucoup d'attention. Heureusement, les forces de l'ordre surveillent de près, monsieur Riina. Et pour le moment, je dois dire qu'il n'y a pas de raison de renforcer la surveillance. Mais c'est sûr que cette présence nous préoccupe. Pino Magnacci mène une guerre sans fin contre l'impunité dont bénéficient certains membres présumés de Cosa Nostra. Ce jour-là, il poursuit une autre enquête à haut risque dans la région de Partinico. C'est filmé par sa fille et assisté par son fils qu'il s'attaque aux familles mafieuses. Pino adore en rire. Oui, je travaille en famille. Moi aussi, j'ai le sens de la famille. Famille contre famille, voici le principal adversaire du journaliste. Vito Vitale, un tueur redoutable. Il a participé notamment à l'assassinat d'un enfant de 13 ans, étranglé et dissous dans l'acide. Le chef mafieux purge une peine de prison à perpétuité. Mais la famille Vitale règne encore sur la région. Alors Pino Magnacci a décidé aujourd'hui de dénoncer les agissements du clan. Ces murs, encore debout, étaient ceux d'une exploitation agricole. Les Vitale l'avaient construite sur un terrain appartenant à la commune. Cette exploitation était le symbole du pouvoir mafieux à Partinico. Les gens n'osaient pas s'approcher, sauf pour venir faire allégeance ou pour faire le fameux baise-main aux mafieux. Pino Magnacci veut que ce symbole soit complètement rasé. Son combat commence il y a 2 ans par une manifestation anti-mafia sur place. Pino mène campagne. Résultat, les autorités locales réagissent et ordonnent la démolition. Mais l'entrepreneur chargé de détruire le bâtiment a reçu des menaces. Il a donc cessé les travaux. Alors aujourd'hui, pour son journal de la mi-journée, Pino relance le dossier et n'hésite pas à nommer ses adversaires. Comment est-ce possible qu'un enfant de la mafia puisse encore contrôler notre territoire en se moquant totalement des institutions? Je dénonce Leonardo Vitale, fils de Vito, pour ce nouvel abus. Car les 2 fils de Vito Vitale, âgés de 16 et 21 ans, auraient repris le flambeau. L'un d'eux a agressé Pino, il y a quelques mois à peine. Depuis, le journaliste a été placé sous escorte. Retour à Palerme, au quartier général des Carabiniers. Les hommes du colonel Manucci n'ont toujours pas lancé leur coup de filet contre la mafia de la viande. Le colonel fait les 100 pas. Il surveille les écrans. Il espère que les chefs mafieux présumés vont de nouveau se retrouver dans le lavage automatique qui est leur point de rendez-vous habituel. À l'autre bout de la ville, ces hommes trompent leur ennui en essayant de rester le plus discret possible. C'est quoi la plus grande difficulté? C'est leur territoire ici. C'est difficile de ne pas se faire repérer. Il faut bouger constamment, sinon ils finissent par comprendre. Il y a des indices? Oui. Ils se baladent en scooter. Une information tombe. À quelques rues d'ici, les carabiniers viennent d'arrêter un des complices présumés du gang, en prétextant un simple contrôle routier. Ils vont essayer de le garder au chaud le plus longtemps possible. Il a été arrêté par une patrouille? Oui, il simule un simple contrôle de son deux roues. Il circulait sans casque, mais c'est pas pour ça qu'il nous intéresse, évidemment. « 18h44. Enfin, ça bouge. 2 hommes en scooter arrivent au lavage automatique. Ce sont eux, Sanson est sur le scooter. Ils sont en train de parler. Allez-y vite.
Samson est en train de s'en aller. Dépêche-toi, ils sont à deux sur un scooter. Ils sont en train de sortir, dépêche-toi. Vas-y, vas-y. Vas-y. Des carabiniers en embuscade vont arrêter l'homme au scooter, puis entrer pour interpeller ses deux complices. Vous l'avez eu, Samson? En chemise blanche, l'un des suspects met les mains en l'air. Il a 33 ans, c'est sa première arrestation. Et voici ses deux comparses, âgés de 21 et 38 ans. C'est bon, on les a tous? Ok, super. On envoie la suite. On peut passer à la deuxième phase, l'interpellation des lieutenants. L'ordre est donné à la deuxième équipe d'arrêter le motard retenu depuis 2 heures par des carabiniers en uniforme. L'homme ne se doutait de rien, jusqu'à ce que les carabiniers cagoulés, les hommes de la lutte anti-mafia, arrivent. Mais il reste une autre interpellation, plus compliquée celle-là. C'est une zone dangereuse? Oui, c'est dangereux parce que c'est un quartier où la criminalité organisée est très présente. Il y en a qui peuvent venir prêter main forte aux mafieux. Les voisins, la famille, et ils peuvent essayer de s'interposer pour nous empêcher de l'embarquer. 2 voitures de carabiniers sont venues en renfort. Ici, les rues étroites peuvent se refermer comme un piège. Comme toujours, lors des arrestations de mafieux, la situation est vécue de manière presque théâtrale. Ils étaient sous le choc, ils ne s'y attendaient pas du tout. À Palerme, quand les carabiniers ont interpellé des mafieux, ils doivent rentrer le plus vite possible au quartier général. Une embuscade est toujours possible. Après des mois d'enquête et une après-midi tendue, la mafia de la viande est démantelée. Et le colonel des carabiniers pavoise. Ah, il va dire à son frère de s'enfuir. Oui. Moi, ça s'est passé comme prévu, mais ils nous ont fait suer toute la journée. Les présumés racketteurs des boucheries de Palerme sont maintenant auditionnés. Dans leur acte d'accusation, le résultat de 2 ans d'enquête. Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison, car l'argent du racket finançait un trafic de cocaïne. Suspects et policiers ne se sont jamais rencontrés, mais entre eux, nous découvrons une étonnante relation. Un des chefs s'étonne que son frère ne fasse pas partie des interpellés. Et mon frère alors? Ah, ça t'a surpris? Eh bien, moi aussi, figure-toi. Pourtant j'ai vu son nom dans le dossier. Oui, au début, mais pas à la fin. Le juge l'a bien aimé. Et moi, il m'aime pas? Et non. Allez, sois sage. Cette nuit, les 12 mafieux présumés dormiront en cellule. Dans la cour, tout le monde est prêt pour le transfert. C'est une tradition de Cosa Nostra. Les proches viennent saluer ceux qui partent en prison. Sans sirène! Oh, j'ai dit sans sirène! Mais entre la caserne et la prison, le parcours risque d'être périlleux. Les familles provoquent les gendarmes. Et ce soir-là, on va frôler l'incident.
Si les arrestations se multiplient depuis un an en Sicile, c'est parce que les forces de l'ordre ont mis la main sur d'incroyables documents appartenant à Lo Piccolo, le dernier parrain de Palerme. Nous retrouvons le commissaire De Santis, chef de la brigade antimafia. Grâce aux archives de Lo Piccolo, arrêté à l'automne 2007, ce policier a pu comprendre comment le parrain dirigeait son organisation. Tous les secrets de la mafia sur de minuscules bouts de papier, on les appelle les pizzini. Quand ils sont envoyés, les pizzini ressemblent à de petits cylindres. Je vais vous montrer comment on les trouve en général. Ici, on écrit le message, ensuite on l'enroule le plus serré possible, on le plie. Aussi bien Lo Piccolo que Provenzano écrivaient sur l'extérieur un chiffre ou un nom correspondant au destinataire, avant de fixer le billet avec du scotch. Ce moyen de communication est très archaïque, mais il est très efficace parce qu'il permet au destinataire d'être sûr que personne avant lui n'avait pu lire le message. Ces images de reconstitution montrent comment les membres de la mafia se passent des pizzini de main en main. Inventés il y a une dizaine d'années, ils sont le meilleur moyen de déjouer les écoutes de la police, même s'ils peuvent mettre jusqu'à 15 jours pour parvenir à leur destinataire. Dans ces missives, on parle de tout, de raquettes bien sûr, mais aussi de recettes de cuisine, de futurs mariages ou de meurtres. Ou encore, des règles à respecter. C'est incroyable qu'en 2008, le rite d'affiliation à Cosa Nostra soit encore exactement le même qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Et puis qu'il existe encore le code du parfait mafieux. Nous l'avons retrouvé parmi les pizzini de Sandro et Salvatore Lo Piccolo. On ne regarde pas les femmes de nos amis, on ne fait jamais de comparaison avec les poulets, on ne fréquente ni les tavernes ni les cercles. On doit toujours être disponible pour l'organisation, même si notre femme accouche. C'est ainsi que pour la police, les secrets de Cosa Nostra tombent les uns après les autres. Mais la mafia n'a pas dit son dernier mot. Bienvenue au journal de Teleyato. Malgré les coups de pied, les coups de poing et l'agression, Pino Magnacci est toujours là, en direct, à l'antenne, malgré les bleus. Un œil au beurre noir, Pino Magnacci a été roué de coups par l'un des fils de Vitale, le tueur de la mafia. Quoi qu'il arrive, nous continuerons tous les jours de vous informer. Malgré les risques, il poursuit son combat contre le clan. Une voiture de carabiniers le suit dans tous ses déplacements. Ici, on entre dans une zone chaude, très très chaude. Pino est une cible pour la mafia, mais il est aussi dans la peau du chasseur. À quelques kilomètres de là, il a repéré une nouvelle construction illégale des Vitale. L'occasion pour lui d'enfoncer le clou. Ici, ça s'appelle le canton de Vernazza. C'est encore une ferme bâtie sur un terrain qui n'appartient pas au clan des Vitale. Les propriétaires sont deux personnes âgées d'environ 80 ans. Ils vivent à Palerme et peut-être qu'ils ne savent même pas qu'une exploitation a été construite sur leur terrain. Imaginez un peu, ils avaient installé 700 mètres de câbles pour voler l'électricité. Pino voudrait secouer la passivité des Siciliens. À travers ses reportages, il tente de faire partager son indignation, de réveiller leur fierté. Est-il possible qu'un jour, on se libère de ce poids qui pèse encore sur notre territoire? Comment un garçon de 20 ans, 21 ans, peut-il imposer tant de terreur? C'est vous qui avez la réponse. Mais si nous continuons ainsi, sur notre terre, c'est que rien n'a changé et rien ne changera.
Vous avez entendu ce que me dit Giovanni? Mon fils me dit qu'il faut que je me prépare à recevoir de nouveaux coups de poing. Parce qu'aujourd'hui, avec ce reportage, on va clairement les mettre en rogne. Toujours escorté par la police, Pino rentre à la rédaction. Il est 12h35 et le journal commence à 14h. Ouais, ça s'est bien passé. Maintenant, espérons que ça va bien se passer. Son escorte l'accompagne jusqu'à sa petite télévision. Le journal de Teleyato dure 2 heures. On dit que c'est le plus long du monde. Rédaction, salle de montage, studio d'enregistrement, tout tient dans un 3 pièces. Et c'est le royaume de la bricole. Il y en a qui disent qu'à chaque fois que le journal de Teleyato commence, c'est un miracle. Et c'est toute la famille qui participe à ce petit miracle au quotidien, son fils Giovanni, 20 ans, et sa fille Letizia, 23 ans. J'avais 15 ans quand j'ai commencé. Et je m'y suis mise petit à petit. Et travailler avec papa, c'est difficile? Ce n'est pas toujours facile. Il a un caractère un petit peu difficile. Bon, tu l'as corrigé le texte sur le 5e repenti? C'est fait? Parfait. Teleyato est une télévision associative qui vit grâce à la générosité de ses téléspectateurs. Pino s'est lancé dans l'aventure un peu par hasard. Moi, je l'ai reprise en 1999. C'était une télé d'un parti politique. Et comme ça, presque par jeu, cette andouille de Pino a repris la télévision. Et ensuite, presque par jeu, on a commencé la lutte contre la mafia. Et ce jeu, c'est aujourd'hui toute sa vie. Letty, ça me plaît pas. Mets-la plus au centre. Parfait. Attends, que je me fasse beau. Les cheveux, la cravate. On se remet la cravate en place. Parce que certains disent que quand le journal de Teleyato commence, c'est l'anti-mafia qui passe à l'antenne. C'est parti! 14h15, le journal commence. Vous venez de l'entendre dans les titres. Aujourd'hui, en exclusivité, les images de la nouvelle exploitation des Vitale. Ce reportage l'expose davantage encore que les autres à des représailles. Ses enfants le savent, ils sont inquiets, même si papa continue de crâner. Qu'est-ce que t'as? T'as peur? Mais t'es malade. Allez, lâche-moi. Elle s'inquiète pour son papa. Letizia a raison d'avoir peur car Pino et sa famille vont encore subir menaces et représailles. Mais le journaliste va finalement avoir gain de cause. 1 mois après notre tournage, la ferme illégale des Vitale sera enfin complètement rasée. Il aura fallu pour cela l'intervention de l'armée. Une armée, c'est un comble, protégée par la police. En Sicile, 2 précautions valent mieux qu'une. Car pour préserver leur ferme, les mafieux sont capables du pire. Pour un membre de Cosa Nostra, rien de plus important que la terre. Il peut être à la tête d'un empire, amasser des fortunes, son bien le plus précieux, le symbole de sa puissance, c'est la terre. Depuis 10 ans, Salvatore cultive des terrains agricoles confisqués à des mafieux. 100 d'hectares en tout, et ce n'est pas sans risque. Il y a quelques semaines, quelqu'un a encore une fois essayé de mettre le feu à ce champ. Mais des voisins l'ont vu et on a pu l'éteindre à temps. S'il n'y avait eu personne, tout aurait brûlé à nouveau. Les membres de sa coopérative n'ont jamais reçu de menaces de mort. Alors la police ne juge pas nécessaire de leur consacrer une protection. Mais la situation n'est pas facile. Nous ne sommes pas une entreprise comme les autres. Nous sommes une coopérative qui travaille sur les biens confisqués. Et donc, on a des millions de difficultés à gérer nos terres. Tout peut nous arriver, à nous et à nos terres. Drôle d'ambiance, surtout quand les anciens propriétaires de ces champs, de grands chefs mafieux, habitent encore juste à côté.
Nous allons sur un de nos champs. C'est un champ qui est encerclé par les terrains de l'ancien propriétaire. Il est à l'intérieur de son exploitation. On y est. À chaque fois qu'on va travailler, on passe par chez lui. On a l'usufruit de la route. Et quand on le croise, on se salue. Pour cultiver ces terres, la coopérative de Salvatore, qui a peu de moyens, reçoit l'aide de volontaires venus de toute l'Italie. Ce sont des étudiants, parfois même des lycéens. Allez, on prend les pioches. On vient d'arriver et on mange déjà? Chiara est une des volontaires. Elle vit à Florence et elle a 17 ans. Je suis venue car à Florence, on parle beaucoup de la situation de la Sicile. Mais personne ne fait jamais rien. Alors je me suis dit, allons-y voir comment c'est vraiment. Et puis c'est une manière active de combattre la mafia. Malgré leur bonne volonté, ces jeunes militants sont des citadins. 2 fois plus de travail pour Salvatore. Là, c'est des tomates. Quoi, tu les vois pas? Oh, ouvre les yeux. Et parmi ces volontaires, il n'y a aucun Sicilien. Pas facile de faire évoluer les mentalités. On y travaille. Mais la culture sicilienne est encore arriérée. Il y a encore beaucoup de peur. Et donc ils n'osent pas montrer qu'ils sont avec nous. Et même si quelques jeunes aimeraient venir, les parents, eux, ne les laissent pas. Il y a 3 coopératives comme celle-ci autour de Corleone. Toutes sont confrontées aux mêmes difficultés. Nous retrouvons Vincenzo, le restaurateur palermitain qui a désigné ses racketteurs devant un tribunal. Depuis plus de 2 ans, 24 heures sur 24, il est escorté par des carabiniers civils. En italien, on appelle cela una vita blindata, une vie blindée. Le restaurateur aurait largement les moyens de refaire sa vie ailleurs, d'oublier Palerme. Mais il ne veut pas partir, car il aime cette ville. Voici la cathédrale de Palerme. C'est une des cathédrales les plus belles d'Europe. J'aime beaucoup ma ville. Beaucoup, c'est une ville magnifique avec un charme très particulier. Grâce à toutes les dominations étrangères qu'elle a connues. Dans un mois, Vincenzo doit témoigner dans un nouveau procès anti-mafia. Aujourd'hui, 5 policiers assurent sa protection quotidienne. Quant à Pino Magnacci, il a encore subi des représailles. Sa voiture a été incendiée. Bien plus grave, un inconnu a tenté de renverser Giovanni, le fils de Pino, alors qu'il circulait à moto. Il en a réchappé de justesse. Huit journalistes ont été tués par Cosa Nostra depuis 40 ans. Elle a une jeunesse horrible. Toujours travailler, toujours courir derrière son papa. Elle n'en peut plus. Mais la famille Magnacci continue son combat, d'ores et déjà exemplaire. Pour preuve, l'histoire récente d'un téléspectateur de Teleyato victime d'une agression mafieuse qui a brisé l'omerta en citant Pino. Cet homme est allé directement au commissariat et il a dit « Je suis venu dénoncer le boss Antonio Nania qui a essayé de me tuer, car Teleyato m'a appris qu'il fallait faire ainsi. » Ce sont des choses qui émeuvent. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Ils devront me tuer pour m'arrêter. Espérons que ça n'arrive pas. T'as réussi à me faire pleurer. Bon, allez.